Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. La semaine dernière, dans la chronique numérique, on vous parlait de données en ligne et de comment retrouver un pouvoir collectif d'agir avec Laura Auffrère et Lionel Morel. Cette semaine, Syllab est retourné au Festival des libertés numériques pour vous parler une nouvelle fois de données, mais sous un angle plus individuel. Julien Rossi et Florian Aymon, tous deux enseignants-chercheurs en sciences de l'information et de la communication, animaient ce 5 février une conférence intitulée « Le profilage et la collecte de données ». Après la conférence, j'ai pu m'entretenir avec eux sur certaines des thématiques abordées comme le consentement en ligne ou la fiabilité de nos données. Mais pour commencer, je vous propose de reprendre les bases. C'est quoi une donnée personnelle ? Les données à caractère personnel, c'est les données qui ont un rapport direct ou indirect avec une personne physique, donc un être humain, identifié ou identifiable. Ces données à caractère personnel, il y en a plusieurs classifications. Celle qu'on a montrée, c'est une classification qui est proposée par une ONG polonaise qui s'appelle la Fondation Panoptykon, qui montre qu'il y a 3 niveaux. Il y a les données qu'on a mises nous-mêmes, qu'on a partagées nous-mêmes. Par exemple, c'est nos tweets sur Twitter, c'est nos emails qu'on a nous-mêmes entrés avec le clavier ou avec le téléphone, qu'on est conscient d'avoir donnés. Ensuite, autour de ces données, il y a des métadonnées. Donc, par exemple, l'heure à laquelle on a envoyé l'email, le destinataire, le format, certaines informations techniques, etc. Sur notre message, sur nos images, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Et ensuite, au-delà de ça, il y a des données inférées, certaines façons devinées par des algorithmes et qui se rajoutent en fait à ces données. Et plus on va du centre, c'est-à-dire les données qu'on a rentrées nous-mêmes, et on va vers la périphérie, les données inférées, plus ça devient opaque. Quelles données sont connues, comment elles sont créées par les organismes qui les traitent, qui les exploitent. Qu'est-ce que ça permet en plus d'identifier sur vous ? Et pour moi, c'est ça qui est important, quoi. Est-ce que c'est une donnée de bien-être qui se transforme en données de santé et qui du coup permet de raconter des choses sur vous ? Parce que l'objectif, évidemment, c'est une donnée qui vous est attachée et par laquelle on peut remonter jusqu'à vous. Est-ce que c'est une donnée en termes de centre d'intérêt et qui permet de savoir un peu que vous vous intéressez à telle ou telle chose ou du moins vous avez plutôt... voilà... Il y a une dimension collective dans le sens où, par exemple, un exemple que j'aime bien donner, si vous avez décidé de ne pas donner votre carnet d'adresse vos coordonnées à Facebook, mais que moi j'ai vos coordonnées dans mon carnet d'adresse et que moi j'ai dit oui à Facebook. Facebook a votre coordonnées, c'est en fait où vous habitez. Et donc de fait, c'est quelque chose de collectif. Ça, c'est une première dimension. Puis après, il y a tout ce qui est traité à partir des données pour créer tout un ensemble de catégories dans lesquelles on va être classifié ensuite. Et c'est vraiment l'idée de se dire que oui, c'est personnel, mais qu'à partir du personnel, on crée des catégories collectives dans lesquelles on va venir assigner des gens. Nos données personnelles, en plus de permettre de nous identifier, ont donc une dimension collective. Nous avons vu à plusieurs reprises dans cette chronique que nos données gravitent autour d'enjeux importants. Mais avons-nous réellement conscience de l'exploitation de celles-ci ? Et si c'est le cas, pourquoi sommes-nous consentants à les léguer aux plateformes ? Quelle différence on ferait entre, d'un côté, du piratage de nos données et de l'autre côté, ces recueils, ces collectes de données qui sont effectuées par tout un tas d'organismes qu'on connaît, comme Facebook et toutes les applications qu'il peut avoir derrière, ou Google, etc. La différence, c'est que dans les deux cas, les données vont partir, mais dans un des cas, il y a un prétendu consentement qu'aurait validé quelque part l'utilisateur, sauf que le consentement, il est posé clairement dans la loi, article 4, qu'il est censé, alors entre autres, être libre, éclairé, univoque, etc. Éclairé, j'ai envie de dire, j'imagine bien que vous comme moi, les CGU, je suis le dernier à les lire. Alors, dans quelle mesure je suis vraiment éclairé sur le traitement qui va être appliqué à mes données ? Je le suis pas. Au mieux, peut-être, je vais régler quelques paramètres dans mon système de permission quand je peux le faire. Mais d'une manière générale, effectivement, je suis assez peu éclairé sur ce à quoi j'ai consenti. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de consentement. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'extorsion du consentement ? D'une manière générale, dans tous les cas, les utilisateurs, ce que nous on observe, c'est qu'ils sont résignés. C'est vraiment une démarche qui n'est évidemment pas facilitée, qui j'espère peut-être avec les évolutions du RGPD petit à petit
vont aller dans un sens qui permettent aux gens d'avoir plus de réflexivité, de compréhension sur ce que ces données, sur quelles sont ces données qui sont collectées et surtout quels sont les traitements est-ce qu'on peut dire à partir de ces données. Alors le privacy paradox, c'est un paradoxe qui dit que d'un côté, on a une conscience des utilisateurs, du moins une envie de ne pas abandonner complètement leurs données, qui savent que voilà, il y a des enjeux derrière et donc on ne veut pas vraiment abandonner nos données. Et de l'autre côté, il y a, et le paradoxe est là-dedans, il y aurait une incohérence avec cette volonté, parce qu'on observerait que ces personnes, même si elles n'ont pas envie d'abandonner leurs données, finalement, elles ne font pas grand-chose pour se protéger et elles continuent à abandonner leurs traces. Voilà ce qu'on appelle une sorte de dévoilement de soi et qui se ferait de manière en fait consciente. Sauf que ce dont on se rend compte, et ça répond à l'article qui est un consentement éclairé, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, les utilisateurs sont très très loin d'être éclairés sur ce qui est collecté comme données. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ce qui est collecté comme données, c'est ce qu'ils ont posté sur Facebook, c'est ce qu'ils ont posté sur Instagram, etc. Mais il y a tout ce qui est collecté à côté, c'est-à-dire les requêtes que vous avez faites dans votre moteur de recherche, votre géolocalisation à tel moment, à qui vous écrivez, quand, etc. Enfin, donc il y a tout un tas de données qui sont collectées sur vous, de vos pratiques en fait du numérique, et dont on ne sait pas vraiment en fait ce qui est collecté et comment sont traitées ces données-là. Et donc j'irai pas à dire qu'on est éclairé, et donc le privacy paradox repose lui justement sur le postulat que les utilisateurs seraient éclairés et qu'ils décideraient d'abandonner ces traces en étant complètement éclairés. Et oui, le consentement est bien plus souvent imposé que réellement demandé. Pour finir, interrogeons-nous sur la fiabilité de nos données. Est-ce que donner est synonyme de vérité ? On pourrait dire qu'il y a 3 niveaux. Si jamais on reprend ce que proposait le groupe sur la vie privée de la British Computer Society en 1971, il distinguait la réalité. Ensuite, il y a les données sur la réalité, les informations qu'on déduit de ces données sur la réalité et l'interprétation qu'on fait des informations qu'on déduit des données sur la réalité. Et c'est ça en fait qui explique la déformation. Par exemple, un réseau de transport en commun va connaître le déplacement des usagers en fonction des validations de tickets de métro. Et si jamais le ticket de métro, c'est un ticket sur lequel il y a un identifiant, ils peuvent suivre les trajets individuels. Et en suivant les trajets individuels, ça leur permet de voir de façon un peu dynamique quelles sont les lignes vraiment utilisées, pas utilisées. Peut-être qu'il y a des lignes qu'on pourrait supprimer ou transformer pour que ça corresponde mieux à la demande. Mais maintenant, imaginons peut-être que dans la ville, il y a un quartier qui est un peu plus démuni, avec plus de gens qui sont obligés de frauder. Ces gens-là, du coup, ils ne sont pas enregistrés puisqu'ils fraudent. Donc, ils ne laissent pas de traces dans le système informatique. Du coup, ça peut donner l'impression que c'est des lignes moins fréquentées, si jamais on se base pour interpréter la réalité sur le nombre de validations sur la ligne. Donc c'est vraiment, en fait, la raison pour laquelle il y a un décalage, c'est que il y a à chaque fois c'est plusieurs logiques comme ça de transformation de la réalité. D'abord, la réalité, elle est inscrite sur un support. Ensuite, il y a des calculs qui sont opérés sur les données. Et en bout de ligne, il y a quelqu'un qui lit un écran et qui interprète, et qui croit que ces données veulent dire telle ou telle chose. Ce qui peut être juste parfois, mais parfois peut être complètement à côté de la plaque. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les données en ligne. C'est donc la fin de cette chronique spéciale Festival des libertés numériques. Il reste encore un événement auquel vous pouvez assister jusqu'au 15 février, la lecture immersive Softlab dans le bâtiment D de l'Université de Rennes 2. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt sur Syllab. Internet, c'est de la connerie à blanc.